Sabri Taye, en direct de Thaïlande, je suis à Bangkok. Et aujourd'hui, on va parler de comment monter un business en Thaïlande. Je ne suis pas tout seul, je suis avec un directeur d'un cabinet d'avocats ici en Thaïlande. Et je pense que ça va être super intéressant. On va partager des détails techniques et puis voir est-ce que si j'ai 10 000 euros, qu'est-ce que je peux faire en Thaïlande. Si j'ai 20 000 euros, qu'est-ce que j'ai la possibilité de faire. Si j'ai 50 000, 1 million d'euros, enfin bon. Et pour les personnes qui ont un projet d'expatriation, de venir s'installer en Thaïlande et qui souhaiteraient avoir un accompagnement, n'hésitez pas, il y a un lien dans la description, il y a un petit questionnaire pour étudier un peu votre projet et ça vous permettra de nous contacter. Salut Vincent. Bonjour Sabri, Comment vas-tu? plateforme. Ça va? Aujourd'hui, j'ai une question à te poser. Si j'ai 10 000 euros, qu'est-ce que je peux faire en Thaïlande? Est-ce que je peux monter un business? 1000 euros, tu peux faire la fête, mais pour ouais? faire un business, tu n'iras pas très loin. C'est un bon début, non? Faire la fête en Thaïlande, c'est cool. C'est bien, c'est toujours C'est une bonne intro, c'est ça? une petite introduction à la vie thaïlandaise. La vie thaïlandaise. Ouais. C'est vrai qu'on peut facilement y prendre goût à cette routine et puis ça peut parfois prendre un certain temps. Mais pour monter un business avec 10 000 euros, donc c'est mort. Pour faire la fête, C'est mort pour plein de raisons. Comme dans tous les pays, il faut du capital pour monter une entreprise. Et en Thaïlande, il y a un capital minimum en fonction soit du type d'activité ou pour l'obtention de permis de travail pour les étrangers. Donc 10 000 euros, c'est pas suffisant. D'accord. En réalité, la première question qu'il faut se poser, c'est quelle activité? Suivant les activités, il y a différentes licences à avoir. On peut avoir besoin d'un associé local. D'autres activités, on peut les faire en étant 100% étranger. Donc c'est vraiment la grande question. Par exemple, les activités d'export, si une boîte fait seulement de l'export, c'est une activité qui peut être faite par une société 100% détenue par des étrangers sans avoir besoin de partenaire local. Ah oui? Oui. Donc demain, on peut créer une société d'export sans avoir de taille partenaire. Exactement. Il faut au moins 2 actionnaires, ça peut être 2 Français. Ouais. C'était 3 actionnaires minimum pour créer une société avant et la loi a changé relativement récemment. C'est pas mal ça. Maintenant, c'est plus que 2. Ok, ça, je l'ignorais totalement. D'accord. Parce que ce qui inquiète beaucoup de personnes, c'est voilà, le fait qu'ici, il faut avoir un partenaire local qui a 51%. Donc il y a plein de gens qui se disent ouais, mais moi, je vais avoir mon business à 49%. Ça me dit pas trop. Voilà, j'ai pas le pouvoir dessus, etc., etc. Donc en fait, En Thaïlande, il y a une loi qui s'appelle le Foreign Business Act qui précise un certain nombre d'activités qui sont soit interdites, soit possibles seulement en obtenant ce qu'on appelle une Foreign Business License. Et c'est une licence qui n'est pas évidente à obtenir parce qu'il faut être en mesure de prouver qu'on fait de la recherche, développement, qu'on va apporter vraiment des choses au pays. Et typiquement, tout ce qui est activité de service, donc ça inclut évidemment le consulting, la restauration, c'est restaurateur, mais pas que. D'une manière générale, on a besoin d'un actionnaire thaïlandais. Il y a quelques activités qui ne sont pas sur cette liste et du coup, elles sont possibles sans actionnaire thaïlandais. Et ensuite, on a le BOI, le Board of Investment, qui est une agence gouvernementale qui est là pour inciter les investissements étrangers dans des secteurs d'activité que la Thaïlande considère comme prioritaire exemple pour son développement. Okay. Et on a notamment tout ce qui est industrie, tout ce qui est software, des choses dans le digital. Et quand c'est possible, le BOI, c'est toujours la solution privilégiée, que ça permet d'être 100% étranger. Ouais. Ça permet d'avoir des règles plus souples pour les permis de travail et les visas. Et pour certaines catégories, ça permet aussi d'avoir des exemptions fiscales. D'accord. Donc ça, il faut vraiment bien le noter, qu'on peut soit avoir une entreprise locale et donc passer par, on va dire, la création avec un partenaire, soit passer par une structure, on va dire, entre guillemets, BOI. Et là, on est 100%... Je pense qu'on fera une vidéo dédiée sur le BOI parce que c'est vraiment un point important et extrêmement intéressant. Si du coup, après avoir vérifié que votre activité n'est pas éligible pour un BOI, dans ces cas-là, ce sera une société traditionnelle, on appelle souvent société Thaï, avec un partenaire local qui devra détenir du coup la majorité du capital social. Ce qui est extrêmement intéressant en Thaïlande, c'est que la loi prévoit que le critère pour que la société soit considérée comme thaïlandaise, c'est la détention majoritaire du capital, mais pas le contrôle. Donc il est possible d'avoir des actions de préférence avec des droits différents suivant les parts, de manière à ce que les investisseurs principaux aient plus de contrôle et ou plus de dividendes, à condition bien sûr que l'actionnaire thaïlandais reste un vrai partenaire, ne soit pas un prête-nom, parce que la Thaïlande interdit d'utiliser des prête-noms. D'accord, ok. Tu estimerais quel budget initial pour venir ici en Thaïlande, pour créer une société, se lancer dans un domaine?
on va dire, un domaine qui ne nécessite pas énormément d'investissement? Quel est l'investissement minimal? Alors, si la personne crée une société hors du BOI, ce qui est le cas en réalité pour une grosse majorité des business, si la personne veut obtenir un permis de travail sur cette société, elle devra avoir un capital social de moins de 2 millions de Thai baht, ça fait à peu près 52 000 euros. Cet argent doit être versé, payé sur le compte de la société. Ensuite, une fois qu'il a été payé, l'argent n'est pas bloqué. Il peut être utilisé, il peut être pour les besoins de la société, pour payer les salaires, les bureaux, les stocks. Mais c'est vraiment cette somme-là qu'il faut avoir. Et en réalité, la Thaïlande, cette règle-là, elle a une certaine logique. C'est que la Thaïlande veut être sûre que les gens qui viennent s'installer en Thaïlande aient un minimum de cash flow pour couvrir les besoins d'activité de la société et que leur projet soit vraiment sérieux. Donc cette somme-là, elle est importante. Évidemment, il y a des gens qui commencent à moins en bricolant, qui n'ont pas forcément le permis de travail au départ, mais forcément, ils prennent des risques vis-à-vis de la loi thaïlandaise. C'est ce que je constate aussi. Énormément de personnes essayent de tirer, on va dire, trouver le moins cher possible. Est-ce que c'est quelque chose dont il faut se méfier ou pas? Et notamment les hommes de paille. Bon, voilà. Ce que les gens ne comprennent pas, c'est la valeur du conseil. Et un bon conseil, c'est quand le client, la personne qui veut investir en Thaïlande, en réalité challenge son conseil, veut être sûr de bien comprendre, de manière à ce qu'on arrive à avoir des documents avec tout un nombre de clauses qui vont à la fois protéger la partie qui investit, la mettre en confiance et avoir des documents voilà, qui prennent en compte vraiment l'objectif final des investisseurs. Par exemple, quand on a un actionnaire qui investit moins dans la société, on va prévoir des clauses pour qu'il ne puisse pas transférer ses actions sans vous les transférer à vous. On va prévoir des contrats d'option pour que s'il doit transférer ses actions, il doit vous les vendre à vous en premier à un prix déterminé. L'argent qui a été investi, il peut y avoir un contrat de prêt dessus, avec du coup des actions qui ont été gagées, qui ne peuvent pas être revendues. Il y a beaucoup de mécanismes comme ça qui peuvent être mis en place, des pas d'actionnaires avec des règles sur certains types de décisions qui peuvent être pris que par tels actionnaires, des droits de vote supplémentaires pour certains actionnaires. Toutes ces choses-là, quand elles sont bien faites, permettent à l'investisseur principal de conserver le contrôle de sa société. Ouais. C'est super important en fait parce que c'est super facile d'ouvrir une boîte en Thaïlande, mais parfois tu peux, voilà, en oubliant de faire certaines déclarations, tu vas te retrouver à payer des, comment on appelle ça, des pénalités. Des pénalités. Et au final, tu as opté pour un prix assez bas au début, mais tu vas payer plus cher au final en fait. Et que l'anticipation, le fait d'anticiper plein d'autres problématiques, ça te permet en réalité d'économiser et surtout d'éviter des arnaques, des problèmes. Exactement, et on a souvent deux profils ici. On a les gens qui en France ont déjà des activités commerciales, ont monté des sociétés, ont déjà travaillé avec des avocats, donc connaissent justement la nécessité de se faire conseiller, d'arriver de manière très humble et de faire les choses en s'assurant de bien respecter les règles pour être protégés plus tard. Et tout un autre type de personnes qui n'avaient pas du tout d'activité entrepreneuriale en France et qui arrivent en Thaïlande et qui ne font pas attention et qui finalement se retrouvent embêtées parce qu'elles ne prennent pas la peine d'essayer de bien comprendre, de s'assurer de respecter les règles, essayer de comprendre les règles de comptabilité. Il y a des règles de comptabilité strictes en Thaïlande avec des filings réguliers. Et toutes les choses-là, ça prend un petit peu de temps pour bien les comprendre. Il faut vraiment s'investir dans son projet de manière à être certain que les choses se passent bien par la suite. Alors, ok, c'est quoi la somme initiale? Avec 30 000 euros, on peut faire quelque chose en Thaïlande ou pas? Avec 30 000 euros, vous n'avez pas le capital minimum pour sponsoriser votre permis de travail si vous avez une société pour la plupart des activités. Si vous avez une société BOI, le minimum pour capital d'investissement pour un BOI, c'est 1 million de Thai baht. Donc, on est à peu près au cours d'aujourd'hui autour de 36 000 euros. Okay. Mais avec une somme inférieure, c'est difficile. 36 000 euros minimum pour voilà, espérer faire quelque chose quand même. Mais ensuite, il y a les coûts pour les licences, pour le BOI, il y a pas mal d'autres choses. Ouais. Donc, d'où la nécessité en fait de se faire accompagner par rapport à ça et de se préparer, avoir les informations nécessaires pour se lancer dans un tel projet. Alors quand certaines personnes vont racheter un business existant, elles vont racheter une société, si le capital social a déjà été payé, il n'a pas besoin d'être remis. Donc dans ces cas-là, ils rachètent le business et en réalité la société a déjà ses capital et les critères en termes d'employés minimum pour sponsoriser leur permis de travail. Dans ces cas-là, l'argent qu'ils vont investir, il va aller soit dans le fonds de commerce, exactement, ou en rachat des parts
de la personne qui rachète l'activité. Mais pour une activité nouvelle, il faut pouvoir mettre cette somme minimum au départ. D'accord. Est-ce qu'il y a des pièges à éviter quand même? Il y en a beaucoup. Ouais, il y en a beaucoup. Il faudrait faire une dizaine d'heures de vidéos pour couvrir tout ça. Comment éviter les arnaques en Thaïlande? Ça, ce serait une bonne vidéo qu'on pourrait faire ça prochainement. Ouais, bonne idée. Ça, c'est pas mal ça. Entendu. Donc, il faut à peu près 40 000 euros, disons, pour, on va dire, espérer se lancer, créer sa société. On a dit 52 000 euros minimum pour le capital social, donc 40 000, on est en dessous. BOI, c'est 1 million de bahts, donc autour de 36 000 euros minimum. Mais ensuite, suivant le type de BOI, le BOI peut demander plus. On fera une vidéo dédiée sur le BOI parce qu'il y a pas mal de règles en fonction du business plan sur les 3 années à venir. Les demandes de capital peuvent être plus importantes et c'est à la discrétion du BOI. Donc il y a un minimum légal, mais ensuite c'est au cas par cas en fonction des projets. Si demain je veux créer une société, mais je ne veux pas travailler dans la société. J'aimerais ouvrir une société et laisser aller des Thaïlandais travailler dans cette société. Mais moi, je veux juste être passif, être à la maison. Alors c'est tout à fait possible et il n'y a même pas besoin d'avoir un visa particulier ou même d'être en Thaïlande pour faire ça. N'importe quelle personne peut être actionnaire d'une société. Du coup, il n'y a pas les règles de capital minimum liées au permis de travail parce que l'actionnaire ne travaille pas pour la société. Par contre, il y a une subtilité importante, c'est que si on est directeur de la société, pas besoin de permis de travail pour être nommé directeur, mais si on signe les documents de la société en Thaïlande, c'est considéré comme du travail. On est censé avoir un permis de travail. Ah oui. Donc il faut faire attention à ce point-là. Mais on peut être actionnaire passif. Exactement. D'accord. Et là, tu n'as pas besoin de permis de travail. Non. Normalement. Ok. C'est là où il y a la subtilité en fait. La subtilité, elle est pour être directeur. Parce qu'un directeur, il est censé agir, il manage la société. Sans être directeur. Si tu ne veux pas être directeur. Juste. Aucun problème. Ok. Et donc là, auquel cas, de combien tu as besoin d'argent? Après, c'est plutôt lié au business, c'est pas juridique. Donc, c'est vrai qu'on a souvent des profils de personnes qui viennent ici et qui vont racheter un petit hôtel, un restaurant ou investir dans des startups prometteuses. Et ensuite, elles vont essayer de faire fructifier leur capital. Donc là, on peut avoir des petits tickets à 5, 10, 15 000 euros sur des startups. Et puis, sur des business plus importants, 50, 80, 100 000 euros. Et ensuite, il n'y a pas vraiment de limite. Ok. Quand on ouvre une société et qu'on rachète un business, est-ce que parfois on peut tomber sur un business qui n'est pas fidèle à la comptabilité énoncée? On te dit, ouais, ce business fait 2 millions d'euros par an. Au final, c'est pas faux. Enfin, c'est faux, je veux dire, il fait à peine 400 000. Est-ce que parfois il y a des... Ouais, il faut faire attention. Alors, en Thaïlande, toutes les sociétés, peu importe leur chiffre d'affaires, ont l'obligation d'appointer un auditeur pour auditer leurs comptes. Et ensuite, les comptes sont publiés à l'équivalent au ministère du Commerce. Comment s'appelle le ministère du Travail ici, en Thaïlande? Le ministère du Travail, c'est Ministry of Labour, un truc comme ça? Ouais, c'est Ministry of Labour. Ouais, c'est ça, c'est le ministère du Travail. Okay. Quand on rachète un business, est-ce que parfois il y a des arnaques? Tu rachètes un business foireux. Donc il y a 2 points à faire attention quand on rachète un business. C'est évidemment la valeur sur la partie comptable. Donc toutes les sociétés en Thaïlande, peu importe leur chiffre d'affaires, doivent avoir leur compte audité et les publier. Mais la comptabilité n'est pas toujours sincère. Donc il faut évidemment faire attention à ça. Quand on fait un contrat de rachat, parfois on met des clauses en prévoyant un minimum de chiffre d'affaires ou des pénalités sur le prix qui a été payé, ou au contraire le prix final qui est payé plus tard si un certain chiffre est bien maintenu. Ça, c'est un point important. Le deuxième point aussi qu'on voit souvent, ça va être la location du lieu en fait, parce qu'en Thaïlande il n'y a pas vraiment de règles très strictes pour sur les baux commerciaux. On a souvent en fait un bail de 3 ans renouvelable avec une option pour renouveler qui est difficile à mettre en place si jamais le propriétaire refuse de renouveler. Et en réalité, ce qu'il faut toujours essayer de faire, c'est d'avoir un bail qui a été enregistré. C'est-à-dire qu'un bail de plus de 3 ans, pour qu'il soit en réalité applicable au-delà de 3 ans, il doit être enregistré auprès du Land Office. C'est l'équivalent du bureau des hypothèques en France, de manière à vous protéger pendant la durée totale du bail qui peut aller jusqu'à 30 ans. Et c'est toujours une option à privilégier pour vous assurer que vous allez au moins conserver le lieu dans lequel vous avez développé votre fonds de commerce. Super. Bah, écoute, en tout cas, on a eu pas mal d'éléments dans cette vidéo-là. Et puis, voilà, on va se revoir pour une prochaine vidéo et aborder une autre thématique. À bientôt.